Bonjour Alexandre. Alors aujourd'hui, notre émission Zone Défense va vous plonger dans le milieu des classes défense. Une classe défense, qu'est-ce que c'est, Sarah? Pouvez-vous nous éclairer? Eh bien Alexandre, une classe défense est une classe de collège qui fait l'objet de partenariats avec une unité militaire. Les enjeux sont divers. Il s'agit tout d'abord de faire découvrir aux élèves un nouvel univers, d'élargir leur horizon et de mettre un pied dans un milieu peu commun. Cela permet également de promouvoir les rôles, les métiers et les différentes missions de l'armée. Concrètement, ce parrainage se traduit donc par l'organisation de rencontres et d'échanges avec différents corps de métier, par l'organisation d'une ou plusieurs visites complètes d'une unité militaire. Nous ne sommes pas la seule classe à bénéficier d'un tel dispositif, bien sûr, mais nous sommes ici pour parler de la nôtre. Notre classe, la 4e B, rassemble 24 élèves du collège Paul Gaultier. Nous sommes au collège Paul Gaultier et nous habitons à Cavaillon ou dans ses environs. Mais peut-être ne connaissez-vous ni Cavaillon ni ses environs. Alors voici quelques précisions avec Léa. Bonjour. Les élèves qui ont participé à ce dispositif sont scolarisés dans l'académie d'Aix-Marseille, que vous distinguez ici et plus exactement dans le département du Vaucluse, en rouge sur la carte. Dans une ville moyenne du sud du département, au bord de la Durance, à Cavaillon. Ici, vous verrez mieux sur cette carte. Le Vaucluse est en rouge et sa préfecture, Avignon, et le collège Paul Gaultier se situent ici. Donc, à Cavaillon, les élèves ont eu la chance de visiter la base aérienne 115 d'Orange, qui se situe un peu plus au nord du département, ici, comme vous le voyez sur cette carte. Merci pour ces explications et passons maintenant au vif du sujet, ce que les 4e B ont pu découvrir grâce à ce projet. Alors la première action menée a été une rencontre au sein même du collège, n'est-ce pas Emeline? Vous y avez assisté, pouvez-vous nous raconter cette rencontre? En effet, Sarah, nous avons reçu la visite de 2 policiers de Cavaillon, avec qui nous avons pu discuter de leur métier, échanger des impressions et surtout poser des questions durant 3 heures. Un des objectifs du projet de classe défense est de mieux connaître les différents métiers. C'est dans ce but que le capitaine Huvert et le major Pérez sont venus au collège Paul Gaultier toute une matinée. La suite en images. Après avoir fait la répression et tout, est-ce que vous oubliez tout ou vous voulez garder en tête? C'est important ça. Bonne question. On est humain, on est comme vous, on est comme nous tous. Donc on a une dose d'émotion qu'il faut gérer, qu'il faut analyser, qu'il faut digérer aussi. Alors des fois, comme tu dis, c'est des interpellations qui se passent mal, mais des fois c'est des enquêtes plus difficiles, où tu as des morts, où tu as des situations très difficiles à gérer, et qu'il faut rester professionnel. Donc il faut mettre l'émotion de côté, mais c'est vrai qu'après ça revient, il faut gérer ça. Mais on n'oublie rien. On n'est pas policier que 8 heures par jour. On est policier tout le temps, même les week-ends, même la nuit, même voilà, s'il se passe quelque chose, on est obligé d'intervenir. Mais quand vous intervenez, la personne, comment elle sait que vous êtes policier? Vous avez quelque chose, un badge ou quoi? Déjà un uniforme. Ah oui, mais quand vous êtes hors de... Alors quand on est en civil, il y a des procédures. Il faut s'annoncer. On a aussi des brassards orange. Ah, d'accord. Voilà. Donc, et on s'annonce. Et une carte de réquisition. Et une carte de police. Ah, d'accord. Mais c'est vrai que bon, là c'est plus visible quand on est policier que quand on est en civil. En civil, on se fond dans la masse. Alors, il y a 2 types d'armes. Les armes létales et non létales. Les armes, ça veut dire qui tue ou qui ne tue pas. Une arme létale. Une arme blanche peut être une arme létale. Un couteau peut tuer. Un taser, non voilà. Le taser, le gomme-cogne, les flashballs, tout ça, ce sont des armes non létales. Encore une fois, attention, non létales dans certaines conditions. Ça veut dire si on vous tire à bout portant avec un flashball, c'est mortel. Mais dans les conditions normales d'utilisation, un flashball n'est pas mortel, un taser n'est pas mortel. Donc il y a 2 catégories d'armes. Et dans chaque catégorie d'armes, on a un panel d'armes. Alors, il y a différents métiers dans la police, vous avez vu le reportage, différentes directions. Ce qui est bien dans la police, c'est qu'on a un panel, donc un assortiment de métiers qui sont très vastes. Vous avez vu, il y a de la police montée, il y a de la police fluviale, donc sur les fleuves, police maritime, il y a différentes polices judiciaires, police technique et scientifique. Vous devez voir les séries à la télé, NCIS et compagnie. Donc on a une palette énorme de métiers. Je crois qu'on a à peu près 150 métiers différents. Donc vous avez différents métiers, suivant que vous ayez ou pas des diplômes. Donc après, si vous avez un baccalauréat, vous pouvez rentrer gardien de la paix.
Après, si vous avez un bac plus 3, vous pouvez rentrer officier de police. Un bac plus 5, commissaire de police. Vous avez vu, il y a différents grades. Hein. Le corps des gardiens de la paix, les corps des officiers et le corps des commissaires. Enfin, gardien de la paix, officier, commissaire. Alors, il faut être sportif parce qu'il y a des tests pour entrer dans la police. Donc des tests écrits, des épreuves écrites, des épreuves orales et des épreuves sportives. Tout ça étant encadré par une enquête de moralité, comme on vous l'a dit, où on épluche votre passé. Mais il faut également être sportif. Après, durant la scolarité en école de police, vous avez des épreuves sportives tout au long de votre scolarité. Et après, durant votre carrière, tout le long de l'année, vous avez des épreuves d'entraînement au tir, physique, technique d'intervention. Donc, il faut être en bonne santé. Voilà. Oui. Et vous êtes du même grade ou parce que je vois vos vêtements, c'est pas un peu les mêmes? Alors, c'est pas les mêmes. Hein. Belle observation. Non, c'est pas les mêmes. Moi, je suis capitaine de police. Ouais. Et M. Pérez est major de police. Donc, c'est le major est du corps des gardiens de la paix. Moi, je suis du corps des officiers. Ah, Et il y a le corps après des commissaires de police. Et oui, les gendarmes sont militaires. Alors, Ils sont militaires. Ils sont dirigés par le ministère de l'Intérieur, mais ils sont militaires. Un moment intéressant, mais surtout enrichissant, puisque nous avons pu apprendre à mieux connaître le métier de policier. Nous savons maintenant les études et les formations utiles, les qualités nécessaires et comprenons mieux le quotidien des policiers. Beaucoup d'élèves se sont montrés curieux des armes, des vêtements, des actions, mais aussi de ce que pouvait ressentir un policier. Sa famille, puisque c'est quand même un métier parfois risqué. merci pour votre reportage, Emeline. Pour l'action suivante, nous avons dû nous déplacer en bus à Orange où nous avons été accueillis pour une visite de la base 115. Mais la visite étant prévue l'après-midi, nous avons profité de la matinée pour découvrir un autre grand lieu de la ville. Mélanie va nous détailler cette découverte. Bien entendu, il aurait été dommage de ne pas profiter de l'existence à Orange d'un très beau théâtre antique ainsi que du musée qui est juste en face. Nous avons même déjeuné sur place, mais ce que nous avons le plus apprécié était de pouvoir promener pour découvrir tous les recoins. Voici en image le résumé de ce moment. Alors pourquoi les piliers sont tombés? Il faut que tu imagines que ce théâtre il a été construit à peu près il y a 2000 ans. 2000 ans. D'accord? 2000 ans? Ça fait 20 siècles que ce théâtre est debout. 20 siècles, ça veut dire que ça a traversé de nombreuses guerres. Toutes les guerres que vous apprenez avec M. Cavelier, le théâtre il les a toutes vues. Toutes. Et la Révolution, tout ça, là, ce théâtre il était là déjà. Pendant 2000 ans, ça fait 2000 ans. Ces quelques heures et les explications du professeur de lettres classiques nous ont appris plein de choses sur le théâtre et sa construction, mais aussi sur le déroulement des pièces, de tragédies à l'époque romaine. Nous avons aussi découvert, grâce à cette visite, que ce lieu très ancien était aussi un lieu de spectacle, plus moderne, puisque des concerts de musique classique ou de rock s'y déroulent au XXe siècle. Après un nouveau trajet en bus, nous sommes arrivés à la base où nous avons été accueillis par le lieutenant-colonel Lecam et installés dans une salle. Il nous a présenté la base 115, ce que nous verrions au cours de l'après-midi, et nous avons assisté à la projection de courts films sur les pilotes d'avions. Oui, en particulier sur un jeune pilote. Nous avons aussi pu poser des questions sur ce métier assez particulier. Teddy,
Qu'est-ce que ce film et cette rencontre ont apporté aux élèves? Plein de choses. Mais je vous propose d'abord un petit reportage sur cette première rencontre à la base 115. Chère des fleurs des aviateurs, puisque là, elle était ouverte, enfin, du moins créée en 1947. 1947, c'est le président du Conseil qui l'a inauguré. 1940, le Daladier, le président du Conseil. Elle a été occupée après par les Allemands, qui s'en sont servis comme point d'appui et qui l'ont utilisée dans la Deuxième Guerre mondiale comme base de support pour la version chasse. En fait, il y a un tas d'avions qui sont passés sur cette base, pratiquement tous les avions de l'armée de l'air. Et bien sûr, au-delà, mon propos, ça va être de vous introduire la visite que vous allez faire sur cette base. Vous allez voir in situ, là où les ce qui est important pour les avions de chasse, c'est de travailler en partenariat. C'est jamais travailler tout seul. Parce qu'un avion de chasse tout seul, il ne sait rien faire. Il a toujours besoin, et c'est le but de votre visite ici, vous allez voir que tous les gens qui travaillent ici travaillent pour les avions de chasse et les hélicoptères. En gros, il y a 80 pilotes sur la base et il y a 1500 personnes qui travaillent pour eux. Ça va de la nourriture, ça va de l'équipement, le médecin, le pompier, le contrôleur aérien, le mécanicien, le météorologue évidemment. Voilà. Alors maintenant, un dernier petit quiz pour vous. Dans l'esprit des aviateurs, tout ce qui est intéressant, c'est de regarder, savoir décrire ce qu'on a vu. Donc aujourd'hui, le but, ça va être de tout ce que vous allez voir, c'est de retenir et de pouvoir le restituer. Dans un environnement militaire, on fait du renseignement. Vous allez faire aujourd'hui un petit peu les officiers de renseignement. Et vous regardez les avions et vous apprenez à les reconnaître. Alors on les reconnaît comment? On a une aile triangle ou une aile en long, avion de transport, avion de chasse, avion avec voilure tournante, donc hélicoptère, nez pointu, la couleur, les ailes hautes, les ailes basses. Alors, aile haute, aile basse, c'est-à-dire qu'on a le corps de l'avion, est-ce que les ailes sont au-dessus de l'avion, est-ce que les ailes sont en dessous de l'avion? Et à la fin, quand vous parlez à quelqu'un de ce que vous avez vu, il dit voilà, c'était un avion, il avait les ailes hautes, il avait un réacteur, il avait deux réacteurs, il faisait du bruit, il était de cette couleur-là, il avait une cocarde comme ça. Et bien la personne en face de vous, si elle se connaît un peu, il dit ah, t'as vu un Miracle 1000 de la base aérienne d'Orange. Et là, vous avez vu dans les films à la télé, ils sont tous en train de parler avec le contrôle aérien. Alors, le contrôle aérien, au départ d'ici, il est à Marseille. Après, on prend le contrôle aérien, on arrive à Rabat. Après, on continue, on prend le contrôle aérien à Dakar. Après, on prend le contrôle aérien à Niamey. Donc, à chaque fois qu'on change de pays, on a un nouveau contrôleur aérien. Et tout le monde se parle en anglais. Vous êtes autorisé à voler telle altitude sur tel cap. Et l'avion, il respecte ce qu'on lui a donné comme ordre. Et tout ça, ça demande du travail. Il faut faire de la radio. Alors, au début, ça paraît compliqué, mais après, c'est simple. Et le fait est que quand les avions ils sont tellement proches les uns des autres, pour le convoyage, c'est qu'il n'y a pas besoin de parler tous les trois. On dit, toi tu vas parler pour tout le monde. C'est comme si vous faisiez une sortie et vous désignez quelqu'un pour faire l'orientation. Il n'y a que celui qui a la carte qui oriente. Et c'est exactement pareil. Comme ça, on économise le potentiel de nos pilotes. C'est plus facile pour eux. Et si jamais il y a une panne, on l'accompagne, et on va se poser au même endroit. Comme ça, le pilote il peut gérer sa panne avec le premier avion qui n'a pas la panne et lui fait la radio. Il dit au contrôleur, mon collègue, il a un problème d'hydraulique, les commandes de vol sont moins bonnes, donc il assiste son partenaire tout le temps. Et c'est comme ça qu'ils vont aller jusqu'au posé des roues, et celui qui est en panne, il va se poser, et l'autre, il va repartir, et il va revenir se poser après. Mais au moins, il a sauvé son partenaire. C'est très important, cette notion de subsidiarité, enfin de collaboration, de travail ensemble. Et c'est le but, c'est pour ça que vous les voyez toujours voler à deux, les avions. Quand vous les voyez décoller, pourquoi ils sont deux? Parce qu'un avion tout seul, c'est vachement plus fragile. Grâce à cette présentation, nous en savons un peu, voire beaucoup plus, sur le fonctionnement d'une base aérienne. Je ne sais pas si vous avez correctement entendu dans le reportage, mais il y a 80 pilotes sur la base d'Orange et 1500 personnes qui travaillent avec eux. Du cuisinier au contrôleur aérien, en passant par le maître de scène, le pompier ou le mécanicien. Les vidéos nous ont, elles, présenté le quotidien d'un pilote de Mirage 2000. Nous avons appris, par exemple,
qu'un pilote ne volait jamais seul? Ou encore, quelles étaient les procédures en cas de mauvaises conditions météorologiques? Après cette présentation, nous avons réalisé la chance que nous avions de découvrir ce lieu. La visite commençait bien. Bon. Excusez-nous pour cette petite interruption. Après cette première rencontre, nous avons pu visiter les ateliers où sont réparés et entretenus des moteurs d'avion. Oui, plus exactement des moteurs de Mirage 2000. Des espèces de gros tubes qui cachent en fait une mécanique très compliquée. Plus de détails avec Ilyes. Oui, effectivement, dans ce hangar, nous avons pu approcher de nombreux moteurs, réparés ou en réparation. Certains posés sur de gros chariots pour les déplacer. Le mécanicien nous a même donné quelques explications pour leur fonctionnement. La preuve en image sur le reportage suivant. Alors bienvenue dans l'atelier moteur. Donc ici on va s'occuper de tous les moteurs du Mirage 2000. Donc on va s'occuper des moteurs des avions d'Orange, aussi ceux de la base d'Istres et quelques-uns aussi qu'il y a vers Cazaux et Montmartre. Donc l'atelier moteur il se divise en 4 parties. En fait il y a la première partie qu'on va appeler le dépannage, c'est un groupe de 6-7 personnes. Eux ils vont s'occuper de faire la liaison en fait, ils vont souvent parler avec le pilote. Genre le pilote on va dire qu'il est en l'air, il a un souci, il a une petite panne sur son moteur, ça s'affiche sur son écran. Arrivé au sol il va expliquer qu'est-ce qui s'est passé et là les dépanneurs vont déterminer la panne. Ils vont dire s'ils ont besoin d'enlever le moteur de l'avion pour réparer cette panne ou alors s'ils peuvent le réparer eux-mêmes. S'ils ne peuvent pas le réparer eux-mêmes, le moteur on va le recevoir ici. Donc voilà, donc le moteur il arrive complet ici. Et ensuite là on est dans la deuxième partie de l'atelier, on appelle ça la VN. Alors eux ils vont s'occuper en fait le moteur de le mettre dans les... Là, vous avez le carré orange et au milieu, on appelle ça une fosse. En fait, le moteur, on va venir le mettre debout comme ça. Et en fait, en appuyant sur un bouton, ça va descendre ou monter le moteur. Si on a besoin de travailler en haut ou en bas, ça évite de se baisser. Le moteur, en fait, il est divisé en plusieurs parties. On appelle ça des modules. Il y en a 12 au total. Et en fait, donc eux, une fois qu'ils ont remonté le moteur, on l'envoie à la dernière partie, c'est le banc d'essai en fait, tout au fond de la base, où là en fait le moteur ils le branchent, ils mettent le carburant, de l'air, ils branchent plein de capteurs partout, et ils le démarrent et en fait on simule sur un poste. Cette partie, c'est le compresseur. Bon, il y a plusieurs étages, ça c'est le premier étage. Il va en fait aspirer de l'air et en même temps le comprimer. Il va l'aspirer et l'amener à peu près au milieu du moteur. Au milieu du moteur, on injecte du kérosène, il y a une étincelle et ça s'enflamme. En fait, en s'enflammant, le gaz en fait, sortir vers l'arrière. Et de ce fait, ça crée une propulsion qui va en fait pousser le moteur vers l'avant. Vu que le moteur est relié à l'avion, ça fait avancer. Un moteur aspire donc l'air pour le rejeter à grande vitesse, ce qui propulse l'avion vers l'avant. Ces gros tubes se démontent en tambour pour pouvoir accéder aux différentes parties du moteur. Personnellement, j'ai été frappé par la propreté et le calme de l'atelier. Et j'ai appris que cet atelier n'entretient pas seulement les moteurs de la base, mais aussi ceux d'autres bases. Merci Ilyes. Ces moteurs équipent les avions de la base 115 et d'autres bases, mais pas n'importe quel avion, les Mirage 2000. Et après le moteur, nous avons approché un Mirage 2000. Chacun a pu mieux voir sa taille, sa forme, son fuselage et s'y installer. Vous faites partie de ces chanceux. Jamel, racontez-nous cette expérience. Il a fallu être patient car chacun a voulu y monter et chacun a pu apprécier l'étroitesse du poste de pilotage et la complexité des commandes. Une activité qui a soulevé beaucoup de curiosité et d'enthousiasme, comme en témoignent ces images. Il y a un moniteur qui est dans l'avion, au tout début. Il y a un moniteur qui surveille ce que fait le pilote.
pendant 5 ou 6 vols. Et après, le gars, quand il a, on dit qu'on fait son lâcher, quand il maîtrise bien l'appareil, il monte tout seul dedans. Donc le jeune pilote ici, il a deux manières de s'entraîner. Il s'entraîne dans un biplace, donc ils sont deux, un moniteur derrière, et il s'entraîne au simulateur. Vous n'allez pas le voir, mais il y a un simulateur qui permet de reproduire les configurations de l'avion. Donc il mesure sa vitesse par rapport au grain d'air, par rapport à la masse d'air. Et donc, pour ça, c'est extrêmement simple. Il reçoit de l'air ici, il vole, et il reçoit de l'air sur le côté. À votre avis, il reçoit deux sources de pression d'air, une devant et une sur le côté. Est-ce que c'est la même pression sur le côté? Non. Non, parce que là, il y a la vitesse. Donc là, la pression est élevée. Et là, l'air est plus dessus. La pression est moins élevée. Et bien dedans, il y a des appareils qui mesurent la différence de pression. Et par un ordinateur, en calculant, il dit différence de pression égale temps, vitesse de l'avion égale temps. Donc la raison pour laquelle il prend l'air ici et il prend l'air sur le côté, c'est qu'il mesure sa vitesse. Et pourquoi on protège? D'abord c'est pointu, donc ça fait faire mal. Mais en même temps, des fois, il y a des petites mouches ou des abeilles qui viennent faire leur nid là-dedans. Et si c'est bouché, eh ben le gars, quand il décolle, il est sur la piste, il voit. Alors normalement, il doit contrôler que sa vitesse augmente. Mais si jamais il ne contrôle pas, il décolle, et là, il dit merde, elle est où ma vitesse? Quelle vitesse je vole? Et donc, il n'a plus d'information de vitesse. Et là, c'est très dangereux. Il y a des avions qui sont tombés comme ça. Pas les avions de chasse. Les avions de transport, il y en a qui sont tombés. Le gars, la nuit, tout noir, il décolle, pas de vitesse. Il demande à son copilote quelle vitesse tu as. Il dit 100. Moi je dis 200. Laquelle est la bonne? Eh ben, c'est la mienne, non c'est la tienne. Et ben, le temps de se mettre d'accord, l'avion, boum, il tombe. Donc la vitesse est très importante. Et pour ça qu'on protège, pour pas que les trous se bouchent. De la même manière, vous savez pourquoi un avion vole? Regardez la bombure de l'aile. Elle est bombée dessus ou dessous? Dessus. Eh bien, le profil de l'aile, elle ne pourra jamais être plat. Ça voudrait dire que la vitesse de l'air dessous et dessous sera la même. Là, avec ça, la vitesse de l'air dessous est plus rapide que dessus. Parce qu'il y a plus long pour aller du bord d'attaque au bord de fuite par le dessus que du bord d'attaque au bord de fuite par le dessous. Il y a plus longue distance. Donc l'air, elle circule plus vite en haut. Parce que l'air, elle arrive au bord d'attaque et elle circule comme ça sur l'aile. Hop! Et comme là, elle fait un parcours plus grand, elle va plus vite en haut. Et comme elle va plus vite en haut et moins vite en bas, il y a une différence de pression. L'air va plus vite en haut et en bas, donc il y a une différence de pression, donc ça fait une portance. Et la portance, c'est ce qui fait voler l'avion. Vers l'avant, jusqu'ici, le moteur il pousse de plus en plus, il est accéléré. Et ça c'est notre instrument principal, donc en fait ici en surimpression, tu as la vitesse qui s'affiche, l'altitude, tu as l'horizon qui est dessiné, ça se voit sur la vitre, ça fait comme, c'est pas un hologramme mais c'est une projection, c'est de la lumière sur la vitre et tu le vois. Donc du coup tu peux regarder dehors et en même temps voir ta vitesse. Pour lancer le missile, on a un bouton là. On a une sécurité pour le bouton qui est là. Ça, c'est pour voir ce que voit le radar. Notre avion, vu que c'est un avion de chasse, c'est un avion qui est là pour en fait traquer les autres avions. On a un radar qui voit très bien et très loin. Et tout ce qu'il voit, on peut regarder ici et savoir si c'est un ami, un ennemi, et puis l'intercepter. Grâce aux explications des professionnels, nous avons compris le rôle du fuselage et surtout la forme des ailes. De quelques équipements extérieurs pour calculer la vitesse par exemple, nous nous sommes mis à la place d'un pilote face à toutes ces commandes d'altitude, de vitesse, de direction, le radar et la radio. Un moment excitant, une petite déception cependant. Aucun d'entre nous n'a été autorisé à décoller. La journée s'est terminée proche de la piste d'atterrissage. Nous nous sommes déplacés en bus tellement la base était grande, plus de 370 hectares, pour nous rendre dans un hangar pour un dernier moment fort. Nous avons pu approcher un hélicoptère d'intervention, mais aussi discuter avec les tireurs d'élite qui l'utilisent. Une dernière rencontre qui a suscité beaucoup d'intérêt, beaucoup de questions.
2 tireurs d'élite nous ont présenté leur travail et leurs équipements, un hélicoptère et quelques armes. Inutile de vous présenter qu'après le Mirage 2000, les séances photos se sont poursuivies. Un tireur s'est installé en position d'intervention, assis sur le côté de l'hélicoptère, la porte ouverte pour nous expliquer les conditions dans lesquelles il pouvait intervenir. Bougez pas. On travaille en équipage. Le but ici, là, on est d'alerte H24. On travaille en équipage. On est 6 à être ensemble là, dans la petite caille que vous avez vue. On a 2 pilotes à l'avant, 2 tireurs d'élite à l'arrière et 2 mécanos qui mettent en œuvre la machine. Donc c'est vraiment un boulot en équipage. Si on enlève les mécanos, l'hélico il ne peut pas décoller. Si on enlève les pilotes et les tireurs d'élite, ils se retrouvent tout seuls. Et inversement, si on met que les pilotes, l'hélicoptère va pouvoir décoller, mais on ne peut pas faire la mission. Donc on est d'alerte en 7 minutes de jour et la nuit on est en 15 minutes. On passe tout le temps à côté de l'hélicoptère. On part pour aller porter assistance à un aéronef ou voir la nature des problèmes qu'il a. Nous, on reçoit des ordres à l'avant par l'intermédiaire de la radio. Et les actions qu'on va être amenés à faire vont être transcrites à l'équipage derrière, donc au tireur d'élite, par l'intermédiaire d'un panneau lumineux dans un premier temps. Donc avec le panneau lumineux, en fait, on le montrer par l'intermédiaire de la fenêtre pour demander la nature des problèmes à l'avion. Dès qu'on peut établir un contact radio après avec l'avion, on peut communiquer par radio. On a un petit peu l'anglais et du français. On dit quelque chose, vous faites un peu d'anglais, c'est bon. Zone interdite. Zone interdite, voilà. Par exemple. Donc le premier message qu'on présentera dans un premier temps, de toute façon, ce sera le contact 121.5, c'est la fréquence qu'on va utiliser pour les intercepter. Et ça peut aller jusqu'à la dernière sommation avant l'ouverture du feu. Donc, il sera prévenu avec le panneau pour l'ouverture du feu, seulement s'il n'arrive pas à rentrer en contact radio. Sans ça, ce sera fait par la radio, après le contact radio, donc on lui fait les sommations, les pilotes s'en occupent, sur ordre du CNOA. C'est l'entité qui décide des mesures à tenir. Et à partir de là, donc, on repose le panneau et puis on passe au reste. La capacité du chargeur, c'est 20 cartouches. C'est tir semi-automatique, ça veut dire qu'il se réarme tout seul. C'est grâce à la force des gaz, à plein départ du coup. La culasse va partir en arrière, va introduire une cartouche et on pourra tirer comme ça jusqu'à 20 cartouches. Semi-automatique, ça veut dire que tu peux tirer en rafale. Si tu restes appuyé, ça va tirer plusieurs cartouches. Semi-auto, ça veut dire que chaque fois que tu vas appuyer, ça va réarmer tout seul. Une arme manuelle ou à répétition, c'est une arme que tu vas réarmer à chaque fois. C'est une arme à répétition, fusil à pompe. C'est-à-dire qu'il faut la réarmer à chaque fois. Qu'à chaque fois que je vais armer, le premier coup, forcément, il n'y a pas d'étui, je vais percuter. Quand je vais réarmer, j'ai juste à désépauler. Il va venir là, il va mettre sa main, il va sauter, il aura le temps de la rattraper, je peux repartir sur la main. Maintenant, le fusil à pompe, c'est principalement le tir de sommation. Donc ce sera 2 coups avec le fusil éclairé, vert et rouge. Après, logiquement, si on passe au tir de destruction, ce sera le HK 417. Le rétroviseur nous permet de voir, par exemple, quand on est en tir RR, on a la cible qui est accrochée dessous, d'accord? Et cette cible-là, il faut qu'on puisse la voir. Le problème, c'est qu'on ne peut pas voir une cible qui est traquée à l'arrière là-bas sans avoir de rétroviseur. Le seul moyen, c'est de pouvoir avoir le rétroviseur ici et le pilote, en regardant par la vitre ici, est capable de voir où se trouve la cible derrière. Voilà. Beaucoup d'élèves ont été impressionnés par les armes, leur poids et leur prix. Surtout, nous avons pu mieux comprendre l'aspect très technique de ces missions à risque. Les conditions de vol, l'importance de choisir la bonne arme selon le tir, la nécessité d'être 2 pour viser, écouter les ordres, rester en sécurité maximale, par exemple. Une journée riche en découvertes et en renseignements qu'il a fallu un peu mettre en ordre pour en profiter pleinement. Mais avant notre départ de la base, nous avons pu profiter d'une petite surprise inattendue mais bienvenue. Oui, c'est vrai. Nous avons assisté à l'atterrissage de F-16 sur la piste de 2400 mètres de long. Un événement assez rare, paraît-il. Il y a 10 exemplaires de F-16 déployés sur la base.
Ce sont des pilotes danois qui viennent s'entraîner à Orange puisque chez eux en janvier. Les conditions météo ne sont pas favorables du tout. Ils peuvent donc profiter dans le Vaucluse d'un environnement de travail plus agréable. Constatez par vous-même avec ces quelques images. Regardez, regarde tes camarades derrière, ils sont en train de se mettre en place. On va décoller là. Non mais vous allez décoller dans l'avion. Donc il va vous montrer comment il faut faire pour décoller. Et après, vous voyez là-bas c'est une autre classe qui le fait. Là-bas il y a des élèves dans l'avion. Regarde l'avion, il a atterri. Ils sont pas idiots, regarde. Voilà, notre émission est à présent terminée. Nous espérons que cela vous a plu et que vous avez pris autant de plaisir à la découvrir que nous à y participer. Oui, merci à vous de nous avoir suivis. Merci à tous pour tout ce que vous nous avez appris et apporté. Merci aux techniciens et aux différents chroniqueurs. Au revoir et à bientôt peut-être. Au revoir Alexandre. Au revoir Sarah. Non mais sur la base. Ah oui, bonsoir. Parle, raconte ta vie. Qu'est-ce que t'as mangé ce matin? Alors ce matin j'ai mangé des princes de lu. C'est ça, genre les rôles. Franchement, Du lait chaud. Je l'ai cuit 1 minute. Concrètement, ce parrainage se traduit donc par l'organisation de rencontres et d'échanges avec... On recommence. Je m'étais perdu là. Les projets du projet... Non. Merci pour votre reportage, Emeline. Pour l'action suivante, nous avons... Merci pour votre reportage, Emeline. Pour l'action suivante, nous avons dû nous déplacer en bus pour un... Nouveau trajet en bus. Nous sommes arrivés à la base où nous avons été accueillis par le lieutenant, par le de cours sur les pilotes d'avion. Oui, en particulier sur un jeune pilote. Nous avons aussi pu poser des questions sur ce métier assez particulier. Teddy, qu'est-ce que ce film et cette rencontre qui ont apporté aux élèves? Plein de choses, mais je vous propose d'abord un petit reportage. Parce qu'en fait, c'est le début. T'es pas prêt, Teddy. Plein de choses, mais je vous propose d'abord un petit reportage sur cette première rencontre à la base 115. Bon, on commence tout. Madame, en plus, j'ai bien aimé quand il a fait. Aller en position d'intervention. Assis sur Coupé. Deux tireurs d'élite nous ont présenté leur travail. Madame, je parle pas. Voilà notre mission. Voilà, notre émission est à présent terminée. Nous espérons que cela vous a plu et que vous avez pris autant de plaisir à la découvrir que nous à y participer. Oui, merci à tous de nous avoir suivis. À tous. Voilà notre Pas de soucis. Voilà
Voilà, notre émission est à présent terminée. Nous espérons que cela vous aura plu et que vous avez pris plus de plaisir que nous à y participer. Non, que nous à y participer. Voilà, notre émission est à présent terminée. Nous espérons que cela vous a... C'est à cause de